et bienvenue dans l'émission de Cinéma Oblique. Bonsoir Serge July. Bonsoir. Ancien patron de Libération, documentariste. Vous étiez venu le mois dernier pour une première partie consacrée à votre premier coffret sur le cinéma qui s'appelle Un film et son époque. Il était une fois le cinéma. Je vous ai proposé de revenir parce que 4 films, ça suffit pas. On va en étudier, parcourir 3 autres. Il y en a 44 voilà. Si vous voulez. Donc, je peux venir pendant des mois. Il faut prendre un abonnement. Alors aujourd'hui on va parler de Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, d'À nos amours de Maurice Pialat, du Havre d'Aki Kaurismäki, si on a un peu de temps, du film de Miloš Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou. On va repartir en 1999 et on va écouter une voix espagnole qui nous parle. Con Pedro, ¿no? Hace 17 años hice este mismo trayecto, pero al revés, de Barcelona a Madrid. También venía huyendo, pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. Y ahora voy en su busca. Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, ou comment une femme dont le métier est d'aider les gens à accepter que après leur mort, leurs organes soient redistribués, est obligée de faire la même chose pour son propre fils. Pedro Almodóvar, dans votre film, il dit qu'il rejette le monde masculin parce qu'il représente l'autorité et que l'autorité le met mal à l'aise. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un film plus hétéroclite, presque kitsch que Tout sur ma mère, qui est un peu un attrape-mouche. Il y a des citations à Cassavetes. Au bout d'un quart d'heure, on voit un tramway nommé Désir. On a l'impression d'un réalisateur qui a une palette et que sur cette palette, il prend à peu près ce que bon lui semble, autour de la mort d'un enfant. Oui, je reviens quand même à votre citation, qui me semble très importante pour Almodóvar, qui est l'idée que l'homme, culturellement, est autoritaire, représente une culture autoritaire. On appelle ça le machisme, entre autres, mais pas uniquement. Il a une autre citation que j'aime beaucoup, qui définit très bien son point de vue, son cinéma. C'est « Dans tout homme, il y a une femme ». Évidemment, ce qui intéresse Pedro Almodóvar dans tout homme, c'est la femme qui y est, quoi, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'était pas un mystère, en Espagne, le fait que Pedro Almodóvar vit avec des transgenres. Son cinéma a été une critique et il naît avec la fin du franquisme. Il y a la Movida, ce qu'on appelle ce grand bouillonnement culturel qui suit la chute de la dictature. Et donc il est, si j'ose dire, plus que tout autre, en tout cas sur ces questions de sexe, il est très anti-autoritaire. Il est très, comme l'a été la Movida. Donc, libération sexuelle, donc on met en cause toutes les barrières, tout ça, etc. Mais, et je conclurai là-dessus, c'est moi ce qui me frappe dans Pedro Almodóvar, ce qui était une des raisons qui donnait très envie de faire un film, un des films de Pedro Almodóvar, c'est que aujourd'hui, c'est sans doute le cinéaste qui parle le mieux des femmes. On a évoqué le mois dernier Truffaut. Truffaut parlait très bien des femmes. À un moment donné, il parle des femmes des années 60, début 70. Bergman a été le grand cinéaste de la féminité à un moment donné. Disons dans les 20 dernières années, c'était plutôt du côté de Pedro Almodóvar qu'il faut évoquer la sensibilité féminine. Et justement parce qu'il le fait à travers la phrase que j'évoquais, c'est-à-dire le fait dans tout homme, il y a une femme, et c'est cette femme qui est le sujet de ces films. Et vous savez peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, enfin moi je le vois auprès de mes étudiants, celui qui sait parler des femmes, c'est Xavier Dolan.
Oui, oui. On a fait un film sur Mommy. J'ai fait un grand portrait de Dolan dans L'Égoïste. Alors, dans votre documentaire, surtout sur ma mère, on voit des images où Pedro Almodóvar a tourné sous Franco, sous la dictature, la peur au ventre. Et il raconte qu'il faisait des cauchemars qui se sont arrêtés le jour de la mort de Franco. Mais je reviens malgré tout à ma demi-question précédente. On a l'impression que Almodóvar, évidemment, là, il parle du deuil, Penélope Cruz parle même d'une sorte de leader politique qu'est Almodóvar à travers tout ça. Mais il y a quand même dans le film des appels du pied à toute la mythologie du cinéma. La référence d'Almodóvar, c'est quand même Douglas Sirk. C'est le mélodrame hollywoodien d'après-guerre. Grand cinéaste, image très colorée, assez baroque, elle aussi. Voilà, on est dans le mélodrame, c'est comme ça et ça charrie beaucoup de choses, mais on est dans le mélodrame. Et c'est le genre qu'a choisi Almodóvar. Donc tous ces films sont dans le mélodrame. Il y a peu de cinéastes aujourd'hui qui sont dans ce genre-là, sauf les Nordiques, Lars von Trier. Mais c'est vrai que Sirk a une influence énorme même sur François Ozon. Ouais. Le début de 8 femmes bien sûr. Est une allusion directe. Ouais. Mais Sirk, un grand cinéaste. Je conseille d'aller regarder les films de Mirage de la vie ou des choses de ce type qui sont films formidables. Je suis sûr que vous allez me détester pour cette question, mais quelle a été l'influence de votre mère sur vous ? C'est vous. La mère, évidemment, joue un rôle très important dans Tout sur ma mère. Elle est morte cette année-là. Voilà. Donc le film lui est dédié. Et il raconte, Almodóvar, dans votre film, qu'à 8 ans, il savait lire et écrire, il écrivait aux voisines, mais que sa mère lisait des lettres à ses propres amis et y rajoutait une petite part d'imagination qu'elle a inoculée à son fils, qui raconte des histoires. Oui, il écrit aussi, il est aussi écrivain. Mm-hmm. Vous, quelle a été l'influence de votre mère sur vous ? Je réponds plus facilement sur l'influence de la mère d'Almodóvar que sur la mienne. Je ne saurais pas répondre à cette question. Vous terminez le documentaire, surtout sur ma mère, sur un autre film qu'il a fait, qui s'appelle La piel que habito. Mm-hmm. Et où Pedro Almodóvar, en fait, se projette dans le futur et dit que l'homme est en train de changer. C'est l'homme bionique. Ouais. Il y a des... Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand il parle de ça, quand il dit que, autant dans Tout sur ma mère, il a voulu montrer la famille comme une unité émotionnelle, au-delà de la famille père, mère, enfant. Bien sûr, c'est un nouveau modèle de famille. Mm-hmm. Dans Tout sur ma mère. Mais La piel que habito, ça va encore plus loin, puisqu'il nous dit qu'on est en transition, en fait. Oui, on est un peu dans la science-fiction, en tout cas d'anticipation, puisque c'est de la chirurgie, on transforme, on peut, dans le film, il y a l'idée qu'on peut transformer, alors derrière, il y a évidemment toutes les... C'est un truc transgenre, là aussi. Mm-hmm. C'est parce qu'on peut changer de sexe. Cette possibilité fascine, évidemment, Almodóvar. Alors, c'est un film d'une froideur, c'est un film glaçant. Et vous dites dans le film que c'est une métaphore du cinéma. Oui. Le cinéma consiste c'est un ruban de rêve, comme disait Orson Welles, un ruban de rêve. Qu'on a fabriqué, qu'on monte, on fait du montage sans arrêt. D'une certaine manière, ce chirurgien fait du montage. Et donc, rien n'est vrai dans le cinéma. Rien n'est vrai. Même le visage de telle actrice, même ses larmes, tout ça, c'est du cinéma. Alors, comme chez Xavier Dolan, dans Mommy, il y a un point commun avec Tout sur ma mère, c'est le sacrifice de l'enfant. C'est-à-dire que dans Mommy, l'enfant
Je laisse les spectateurs revoir la séquence finale. Dans Tout sur ma mère, l'enfant, qui se jette dans une verrière. C'est intéressant. Alors, évidemment, on ne va pas se lancer là-dedans, mais c'est intéressant de voir que 2 cinéastes homosexuels revendiqués, affirmés, font ce sacrifice de l'enfant d'un point de vue scénaristique. C'est-à-dire que l'enfant disparaît, pour mieux laisser la place à autre chose. Je partage ce constat, mais c'est... l'enfance de l'âne n'est pas la même que celle d'Almodovar. Et il n'a jamais connu la dictature. Voilà. Il a connu la publicité, qu'il était acteur de publicité au début. Non, mais c'est l'inverse. Le Québec que connaît Dolan est un pays très soft. L'Espagne a été un pays très hard. Voilà, un pays de Franco, mais c'est aussi celui de Greco. Hein. Donc, c'est celui de Picasso. C'est pas, on est dans un pays très où c'est pour ça que le mélodrame est assez adapté. C'est un pays de contrastes très violents. Je veux dire, la corrida, pour faire référence à Picasso, exprimait très bien quelque chose de très fort dans la société espagnole et qui a perduré. Et dernière citation là, de Pedro Almodovar dans votre film, qui est une phrase qu'on peut méditer dans nos civilisations de plus en plus actives. Il dit: quand la vie est vide, elle est plus facile à remplir. On passe au Havre. Tu as un nom? Parle. Idrissa. Kovadis, Idrissa. Quoi? Où vas-tu? À Londres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu connais le chemin? Tu sais où c'est? Bon, ben on en reparlera plus tard. Je dois y aller. Mais je vais revenir. À Kikorismaki, 2011, Le Havre. L'histoire, à la fois une histoire d'amour entre un homme, un ancien artiste qui est devenu cireur de chaussures, et son épouse, qui s'appelle, il doit y avoir un symbole là-dedans, Arletty, qui est atteinte d'un cancer, et puis parallèlement, et puis conjointement, il y aura l'histoire des migrants. Aki Kaurismäki raconte, ça je l'ai appris dans votre film, qu'il n'a pas pensé forcément au Havre tout de suite. Ils ont fait toutes les côtes, Espagne, Italie, avant de trouver le bon lieu. Pourquoi, à votre avis, c'était le bon lieu? Alors d'abord, c'est un Finlandais. Hein, il vient de l'extrême nord. Donc c'est des climats quand même assez rudes. Je crois que il a trouvé le coup de foudre qu'il a eu en visitant ces différents ports, mais quand il est tombé sur Le Havre, c'était à la fois une ville qui a été rasée, un quartier où il tourne le film, qui est un quartier qui lui a survécu au bombardement et que les promoteurs vont détruire. Ce quartier, c'est là où il a tourné le film. Il a eu un coup de foudre pour ce quartier. Comme par ailleurs, on était déjà dans l'histoire de Calais, Sangatte, Jospin ferme Sangatte, et puis il y a Calais, il y a le transfert à Calais, donc qui était quand même un peu le sujet qu'il voulait faire. Je pense que ce qui me semble déterminant dans le choix de Kaurismäki, c'est ce quartier. Voilà. Il a eu un coup de foudre pour ce quartier. Ça aurait pu être les Stacks à Marseille, mais voilà, ça avait déjà été fait. Guédiguian a fait quand même plusieurs films. Oui, parce que on peut pas concevoir, je pense, le cinéma de Kaurismäki sans penser à son aspect visuel. Et vous le dites, très coloré. Très coloré, parfois presque à l'excès, mais je pense que c'est pour contrebalancer la crudité du propos. Et oui, vous dites dans le film que ce quartier du Havre, c'est un îlot préservé du monde moderne. Voilà ce que vous avez dit. Même, c'est pour aller dans votre sens. Elle s'appelle Arletty, c'est pas par hasard. Bah oui. Bon, lui s'appelle Marcel.
Marcel Carnet. Au Havre, il y a une raison de plus. C'est là où a été tourné T'as de beaux yeux. Quai des Brumes. Et ce cinéma-là, ce cinéma français, disons, d'entre les deux guerres, des années 30, Kaurismäki l'aime beaucoup. Il veut y faire référence et d'une certaine manière, il y a beaucoup de citations par rapport à ça. Le personnage s'appelle Damien. Tout ça est référentiel pour lui et c'est comme le quartier. Le quartier date de cette époque. Et donc, c'est un voyage dans le temps. Alors, 20 000 morts en 20 ans, c'est ce que les chiffres que vous donnez qui sont ça a augmenté justes. depuis. Ça a augmenté depuis le film. Pour les migrants, montée parallèlement des mouvements populistes en Europe. En même temps, dans votre film, on découvre que Kaurismäki voulait mettre des migrants africains qui sont dans un container. Il voulait les montrer bien habillés. Qu'on arrête de visualiser les migrants comme le misérabilisme. Et un peu plus loin, il dit « Plus on monte dans l'échelle sociale, moins c'est intéressant en termes de cinéma. » D'abord, tout le cinéma de Kaurismäki est très habillé. Les gens parlent quasiment en vers. On ne parle pas, entre guillemets, vulgaire ou populaire pour faire... parle pas banlieue, quoi. On apprend même qu'il y a une langue en Finlande qui s'appelle l'akilien. Ouais. Tous les dialogues sont très habillés. Le fait habillé, je me souviens ce que nous disait Kaurismäki à Aubry Edler, c'est elle qui a réalisé le film. Il disait les Africains, ils s'habillent tout le temps, ils sortent et ils ont un goût du costume qui est très fort. Donc ils sont dans le container, ils sont habillés et c'est une forme de respect à leur égard. Donc on est dans le cinéma, on n'est pas dans le misérabilisme. Non, puisque dans votre tout. Dans votre film, on voit des discussions très intéressantes avec le chef opérateur de Kaurismäki qui raconte qu'il avait un nuancier voilà. pour trouver les bons murs, Voilà. Donc il y a un côté un peu Jacques Demy. Il y a un côté un peu les Demoiselles de Rochefort. Là, c'est... les Demoiselles du Havre. C'est les Demoiselles du Havre, ou je ne sais pas si c'est les Demoiselles, c'est plutôt les Damoiseaux du Havre. Alors, cette élégance vestimentaire qu'il veut et qu'il revendique pour les Africains, l'Office de tourisme finlandais ne l'a pas eu, puisque l'actrice Kati Uttinen, que vous interrogez dans le film, raconte qu'on lui a demandé à ce qu'elle ne joue plus au cinéma, et en disant, mais vous savez, il y a quand même des gens beaux en Finlande. On lui a reproché son physique. Oui. Délit de sale gueule. Délit de sale gueule. Elle a fait 10 films avec lui. Hein. Donc, son actrice fétiche. Je crois que lui a fait 16 films. Enfin, il doit faire 17 films maintenant, puisqu'il a fait un film après. Et elle en a tourné 10. Donc, et son chef opérateur le suit depuis le premier film. Et il tourne en pellicule et il monte sur pellicule. Donc, je voudrais pas qu'il y ait eu un malentendu sur lui. C'est dans les films de Kaurismäki, l'amour triomphe. Et l'humour. Et l'humour, mais c'est un happy end. Dans cette histoire, c'est l'inverse de Welcome. Dans Welcome, le jeune Afghan se noie en traversant la Manche. Chez Kaurismäki, ce garçon qui veut rejoindre sa mère qui est en Angleterre, réussit sa traversée parce que le personnage, Marcel, a réussi à rassembler la somme nécessaire pour payer les passeurs. Et ce garçon va arriver en Angleterre. Avec qui Kaurismäki, je me souviens à Paris de la première projection de presse de son film en 88, Hamlet Goes Business, qui était une adaptation libre d'Hamlet. Je me souviens il y avait une sorte de torpeur dans la salle auprès de mes confrères journalistes, alors qu'on sentait à la fois la brillance, l'humour qui est développé même dans Le Havre. Alors, dans le film, il dit « Je suis trop vieux pour faire un film apolitique ». Il y en a certains qui considèrent que c'est l'inverse, que quand on vieillit, Brassens, mourant pour des idées, mais de mort lente, lui, il considère que plus il avance, plus il est interdit de faire des films apolitiques.
c'est une question en fait qui se pose pas pour lui. Il est là-dedans. Voilà. Aux funérailles de Michel Rocard, il y a 1 an et demi, là, pas très loin d'ici, un texte posthume a été lu par son fils et en gros il disait, il faut l'admettre, on a échoué. En parlant de ses propres idéaux. Est-ce que dans Le Havre, cette sorte de politesse du désespoir, c'est pas ça aussi qui se joue? On sent que, je dirais pas qu'il lâche l'affaire, mais que la seule manière de montrer la dérive du monde, c'est de le montrer avec humour et beauté. Ouais, c'est un peu quand il n'y a plus d'espoir, ça vaut pas le coup d'être pessimiste. Hein. Quand tout a échoué, voilà, le film, il y a un double happy end. C'est son amour pour cette femme, Kati Outinen. Elle avait un cancer, elle en a plus. Hein, elle est guérie miraculeusement. Et puis ce garçon, il y avait plein d'obstacles pour qu'il arrive en Angleterre. Il arrive en Angleterre. Voilà, ça vaut pas le coup d'être pessimiste quand tout a échoué. On va partir à Paris en 1983, Serge July, avec un des films que vous avez choisi pour votre coffret. C'est À nos amours de Maurice Pialat. Tu sais, hein, c'est pas tellement agréable de vivre sans aimer personne. C'est pas que j'aime personne d'ailleurs. Tu vois, mon père, je l'adore. Enfin, ça me fait une belle chance. Ça me fait peur quand même. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le cœur sec. Elle va avec des garçons plus âgés qu'elle. Et probablement pour faire un espèce de transfert sur le père. Alors, tout est complexe dans À nos amours de Pialat. D'abord, c'est une histoire déguisée d'une vraie histoire. Hein. Claude Berry était le beau-frère de Maurice Pialat. La scénariste était la sœur de Claude Berry et elle était avec Maurice Pialat. Et elle avait fait le scénario d'un film qui s'appelle Loulou. Elle avait fait le scénario et ce scénario a servi à faire À nos amours. Et À nos amours, on apprend d'ailleurs dans votre c'est la famille Berry. C'est la famille Berry qui est cité à demi-mot dans la fameuse séquence du repas. Et dans votre film, on apprend que À nos amours, c'était le titre d'un polar américain, d'un livre américain, et qui s'est imposé un peu par hasard comme étant le titre du film, qui devait s'appeler Suzanne. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous dans le film? C'est une description d'une liberté sexuelle finalement assez triste, hein, puisqu'elle dit qu'elle a le cœur sec, ou une volonté de secouer les conventions du film d'ado où on montre Sophie Marceau dans La Boum. Et Pialat rajoute quelque chose beaucoup plus intense. J'ai envie, il y a plusieurs choses. C'est l'anti-boom. C'est un peu comme, vous savez, Howard Hawks fait Rio Bravo contre le train sifflera 3 fois. Il pense que ça n'existe pas, cette situation inventée par le train sifflera 3 fois. Il décide de faire Rio Bravo pour ça. C'est un peu la même chose là. Pialat fait un film contre la boum. Voilà, le film de Pinotto, c'est le côté romantique de l'adolescence. Il a envie de montrer que c'est dur, y compris les rapports sexuels quand on est une gamine, que on aime quelqu'un et on va coucher avec quelqu'un d'autre. C'est pour montrer la dureté des rapports avec les parents. Voilà, on est dans l'anti-boom. Ça, c'est un des points de départ. L'autre point de départ, c'est évidemment autobiographique. C'est très inspiré de le personnage, par exemple, que joue Besnéard, le frère, un peu tyrannique dans le film. Quand je dis un peu tyrannique, très tyrannique. Semble-t-il, c'est Claude Berry. Donc voilà. Moi, ce qui me frappe dans le film, ce que j'ai aimé dans le film, c'est d'abord que il y a eu deux révélations. Il y a la révélation de Pialat. Il y a des gens qui connaissaient pas Pialat, son cinéma. Il avait fait des films déjà qui étaient très importants, mais malgré tout peu connus.
c'est une révélation que Piala est un très grand cinéaste. Notre Cassavetes français, bah, c'est Piala. Voilà. Il est d'abord Piala avant d'être même Cassavetes. Donc voilà, ça c'est une révélation. Et puis la deuxième, c'est Sandrine Bonner. Alors le film, il est aussi ce qu'il est parce que il a trouvé cette fille. Sur un concours, en fait, c'est la sœur de Sandrine Bonner qui avait envie d'aller à ce casting. Finalement, c'est la sœur Sandrine qui y va, qui est prise, et voilà. Et on découvre une actrice incroyable. Dans le film sur Rosetta dont on a parlé le mois dernier, les frères Dardenne disent c'est en trouvant Émilie Dequesne qu'on a trouvé Rosetta. Sinon, il n'y a pas de film. Pareil pour Piala. Sinon, il n'y a pas de film. Alors, d'abord, Piala voulait quand même plutôt des inconnus, pas des acteurs. Donc, il y a très peu d'acteurs. Il y a Evelyn Kerr, je crois, dans le casting, qui est une actrice, une ancienne actrice, enfin une ancienne, oui, qui est une actrice qui tourne très peu. Voilà, mais ça, mis à part, Cyril Collard, qui va faire ce film sur le sida, c'est son assistant. Dominique Besnéard, qui est un agent d'acteur, qui sera l'agent, entre autres, de Sandrine Bonner. Voilà, c'est la première fois qu'il tournait. Il y a Jacques Fieschi, qui est un critique de cinéma, qui est un critique de cinéma. Voilà, on n'est pas dans le... Il ne voulait pas d'acteur. Donc il voulait... alors en même temps, il révèle une actrice qui va devenir une actrice très importante, quoi, mais qui éclaire le film. L'idée, c'est une mise en scène, il y a une œuvre qui est très forte pour Piala, mais c'est aussi cette femme... voilà, elle éclaire le film. Et d'ailleurs, le film « À nos amours » s'ouvre sur elle qui était sur la proue d'un bateau. Ouais. Alors, et on comprend à demi-mot que c'était pas forcément le début de film qui était prévu, mais effectivement, elle ouvre sa carrière, elle ouvre le film, et elle ouvre aussi un autre regard sur le cinéma de Piala. Très juste, ouais. Et on entend cette musique de Klaus Nomi qui est mort du sida, car le film, quand il sort au milieu de... Au milieu du sida. Voilà. Alors, il y a des artistes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Georges Brassens, Michel Onfray, si on peut le considérer comme un artiste. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et je me souviens que quand Le Garçu est sorti, on sentait un autre Piala. Il disait, il m'arrive quelque chose qui me secoue de fond en comble, une paternité tardive. En voyant À nos amours, on a quand même l'impression qu'il parle aussi à une fille qu'il aurait aimé avoir. Ouais. C'est sa fille dans le film, et il a un rapport sans doute paternel très fort avec Sandrine Bonner. C'est quand même un film sur la paternité. Ouais, c'est un père tyrannique, voilà, comme l'était le père de Claude Berry. Ce que raconte Piala, c'est quand même quelque chose. Le fourreur, en l'occurrence, c'était le père de Claude et d'Arlette, qui semble-t-il était un peu nerveux comme les Piala dans le film. Jacques Fieschi dit que Piala, ce n'est pas un art punitif, c'est un art dur, mais ce n'est pas un art punitif. Oui, mais je ne connaissais pas je ne me rappelais plus cette phrase, mais elle me semble assez juste. Il n'y a pas d'anathème jeté sur les personnages. Voilà. On les montre un peu comme Léonard Cohen. Mais non, c'est la vie. La vie est comme ça. C'est la vie réelle, si je puis m'exprimer ainsi. Quelqu'un disait que Piala filmait l'humanité comme Léonard Cohen l'a chanté, sans artifice. Oui, c'est juste. C'est sans jugement. Sans jugement. Je crois que la bonne formule, c'est ça. Il filme sans jugement. Mais sans complaisance. Voilà. Juste une question. Il y a quelques années, une journaliste de Libération, Judith Pérignon, avait coécrit avec Marianne Denicourt un livre qui était un livre de revanche sur Arnaud Desplechin, reprochant à donc Marianne Denicourt, qui avait été la compagne électrice d'Arnaud Desplechin, reprochant au Cines d'avoir utilisé beaucoup trop de lambeaux de leur vie personnelle. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous, à travers le cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui peut des fois vous heurter, la porosité entre la vie intime et ce qui est mis sur grand écran? On vit dans l'autofiction aujourd'hui, hein, quand même. Christine Angot,
Manuel Carrère, etc. En fait, je veux dire, c'est devenu un genre même. Voilà, mais tous les artistes se nourrissent d'événements qu'ils ont vécus. On pourrait faire ce procès à Stendhal de la même manière qu'on le fera à Balzac. Ou à Picasso. Ou à Picasso. Enfin, c'est comme si on disait, ben non, vous parlez de tout à fait autre chose que tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu éprouver. Ben, si on interdisait aux artistes d'évoquer ce qu'ils ont pu éprouver ou traverser, bah, d'un seul coup, il y aurait quand même beaucoup d'œuvres en moins. Jean-Yann n'avait pas du tout supporté ça sur le tournage de Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala, où il disait, mais en fait, il m'amène sur les lieux de ces disputes. Voilà. Et lui n'avait pas apprécié ce côté voyeurisme. Je peux comprendre d'ailleurs, mais c'est pas simple, mais c'est quand même c'est une des nourritures indispensables à la création. Je veux dire, que ce soit Joyce ou Hemingway ou Picasso ou Yves Klein, je sais pas, on peut pas imaginer la création en disant il faut interdire aux artistes de parler de ce qu'ils ont vécu ou éprouvé. Ben là, bon, alors, oui, c'est vrai, Piala, lui, il le fait de manière explicite, hein, c'est pas, il n'a jamais, elle s'appelle Arlette Langman, voilà, c'est le nom de la famille. Alors, votre documentaire, donc, sur À nos amours, il n'aborde... Qui était tourné par un Britannique, hein, un documentariste de la BBC, David Thompson. Et qui avait fait, d'ailleurs, qui avait tourné L'Empire des Sens. Juste un mot pour que nos auditeurs ne pensent pas que le film tourne autour justement de côté autobiographique. Il y a Sylvie Danton, qui est devenue son épouse et la mère de son enfant, qui dit une phrase très juste sur l'art de Maurice Piala. Elle dit « On peut passer 10 ans à regarder Piala travailler sans comprendre comment il faisait ». Oui. C'est un ancien peintre, et il y a de l'ordre, il y a aussi quelque chose de magique. Oui, il peignait. Il peignait. Il y a d'ailleurs, je crois, il y a eu une petite exposition des œuvres de Piala. Gershwin peignait aussi. Il y a eu une exposition lui aussi. Donc, le problème de Piala, c'est qu'il n'a pas fait énormément de films. C'était compliqué de faire des films à chaque fois pour Piala. Donc, il avait besoin d'autres modes d'expression. J'ai trouvé c'est un personnage extraordinaire, Piala. Il était soucieux de tout. Je me souviens de discussions avec lui sur l'actualité. Alors, il y a un film dans lequel le réel a rencontré la fiction. C'est un film dont vous aviez très envie de parler, je vous comprends. Hein. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975, de Milos Forman. Un film où un poisson pilote, joué par Jack Nicholson, met à mal... c'est pas un poisson pilote, c'est un simulateur. C'est un simulateur. C'est important parce qu'il est accusé de viol, il a peur d'aller en prison, et donc il préfère faire le fou, c'est-à-dire simuler la folie pour être dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Alors, je parlais du rapprochement entre réel et fiction, parce que dans ce film, donc, qui est adapté d'une pièce de théâtre, les gens l'oublient souvent, et d'un livre. Surtout, d'un livre. Ken Kesey, puis une pièce de théâtre. Qui est l'inventeur des hippies, pour aller vite. Et oui, pour aller très vite. Et dans ce film, donc, il y a les acteurs, Jack Nicholson, il y a Louise Fletcher, dans votre film, on apprend d'ailleurs que beaucoup d'actrices ont refusé ce rôle-là. Mais il y a aussi de vrais malades dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Là aussi, c'est un bon exemple parce que je vous racontais l'autre fois que pour l'Empire des Sens, on avait cherché et puis on avait... Alors, ça nous est arrivé la même chose avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. On a cherché, on a pris un documentaliste. On a eu un très bon rapport avec le directeur de l'hôpital où ce film a été tourné, qui joue son rôle dans le film, Dr. Brooks, qui était le patron de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est sa fille. Quand on a tourné, c'est sa fille qui dirigeait l'hôpital. Et on a entendu parler de quelqu'un qui tournait pendant le tournage. Et donc, on a cherché, évidemment, ces heures de rush. On a trouvé 10 heures de rush.
Et c'est ce qui permet dans le documentaire de montrer à la fois des malades qui donnent des coups de main techniques ou qui sont simplement figurants. Alors, il faut savoir, c'est un cas particulier, on a donc utilisé dans le documentaire ces images. C'est un cas particulier parce que quand Michael Douglas, qui était le producteur du film, a cherché un hôpital, tous les hôpitaux aux États-Unis psychiatriques ont refusé de faire ce film. Le seul qui a accepté, qui était le docteur Brooks, dans l'Oregon, à Eugene, dans l'Oregon, était un adepte de la psychothérapie institutionnelle. Donc, qui était, on traite les malades de manière positive, pas du tout comme des handicapés. Donc, on leur fait faire des choses, ils participent activement, etc. D'où c'était pour lui tout à fait naturel que les malades participent au film, y compris comme techniciens, pour transporter telle chose, pour faire telle autre, etc. Et donc, ça a transformé le tournage, ça a donné une épaisseur au tournage que peut-être ça n'aurait pas eu sans ça, et surtout que le Dr Brooks, qui fait un rôle à l'inverse de ce qu'il est en réalité, ça a donné une dimension au film qui était très forte. Mmh. Moi, j'aime beaucoup ce film, d'abord parce que le documentaire nous a permis de faire à la fois cette rencontre, cet hôpital, qui aujourd'hui, il y a une exposition. Hein. Aujourd'hui, l'hôpital a été transformé, mais il y a une pièce qui est dédiée au film. Et voilà. Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est... il y a une histoire de scénario qui est absolument formidable, que je raconte très vite. C'est Kirk Douglas achète les droits du film, avait joué au théâtre dans l'adaptation le rôle de Nicholson. Il est envoyé en Tchécoslovaquie, à Prague, à l'ambassade américaine pour présenter le cinéma américain. Il y a un dîner et il est à côté d'un réalisateur tchèque qui s'appelle Miloš Forman. Et il lui dit je vais vous envoyer un livre, j'aimerais bien que vous l'adaptiez. Le temps passe. Miloš Forman quitte la Tchécoslovaquie de manière un peu forcée, mais enfin quitte la Tchécoslovaquie, va aux États-Unis, devient réalisateur aux États-Unis, il fait Taking Off en 71, et puis Michael Douglas a l'idée de le contacter. Donc il contacte Miloš Forman, qui vit aux États-Unis, et il organise un dîner avec son père, Miloš Forman, et lui. Et Miloš Forman, Kirk Douglas apprend que le livre n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que la police secrète, évidemment, avait intercepté le livre. Et que, voilà, donc c'est une belle histoire de production, puisque à la fois le père, le fils, avaient repéré ce texte comme forme pouvant faire un film formidable, et voilà, donc ils se retrouvaient. Alors Carl Jung, le psychanalyste, disait que les petits pays avaient des petites névroses et les grands pays avaient des grandes névroses. On remarque que ce film, quand même, sur la psychiatrie américaine, Vol au-dessus du nid de coucou, a été réalisé par un Tchèque, de même que c'est un Australien, Peter Weir, qui a réalisé The Truman Show, et que c'est un Japonais qui a fait la pire des sens, mais en France, et qui avait peut-être besoin de cet exil. Je voudrais juste qu'on termine cette deuxième émission. C'est une bonne remarque. Je voudrais juste qu'on termine cette deuxième émission avec la mise en perspective que vous donnent vos films, parce que pour Rosetta, vous nous apprenez que Rosetta a eu un impact sur la politique belge, puisqu'il y a eu un plan qui s'appelait le plan Rosetta. Ouais. Chaque entreprise devait engager un homme de moins de 25 ans, voilà, et que pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, une fois que le film est sorti, on a supprimé la loi d'arrestation pour
étrange, entre guillemets, comportement. Est-ce que vous êtes prêt, Serge July, pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission? Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? J'étais à Malte, dans l'île de Gozo. Et est-ce que vous avez essayé de marquer le coup, au contraire de banaliser le passage à l'an 2000? Non, j'ai regardé la télévision avec ma femme à ce moment-là. On a regardé Sydney, je me souviens, puis ça commence toujours la nouvelle année commence. On a regardé à la télévision. Voilà, on était dans un hôtel à Gozo. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête. Alors, c'est une question, je ne peux pas vous répondre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis journaliste, donc j'aimerais bien rencontrer Napoléon, j'aimerais bien voir Robespierre, mais Louis XIV m'intéresserait aussi, et Casanova, je trouverais ça génial. Donc, alors je parle même pas de D'Artagnan, voilà, donc bref, je vais m'en tenir là, mais je pourrais, et Jules César, je vous dis pas. Quel est le livre que vous avez le plus offert? C'est Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je suis un fan d'Alexandre Dumas et je l'ai offert beaucoup pour prouver aux gens que c'est sans doute l'un des plus grands livres du 19e siècle et pas simplement un feuilleton. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis longtemps et que vous dites non, c'est pas possible, il faut enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous offrez en signe de bonne volonté? J'offrirais Rio Bravo, sans doute. C'est une histoire d'amitié. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, votre amour, votre famille, votre travail, vos animaux de compagnie, dans quelle ville demain matin vous vous installez? Paris. Ça, je pense que c'est dans l'ordre du raisonnable. Mais si je suis déraisonnable, j'irai à New York. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une photo ou à une peinture, marquer un temps d'arrêt et vous dire mais bon sang, mais c'est moi que je vois? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Marguerite Duras disait personne n'a fait mon portrait, quoi. Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si derrière elle, son lit était impeccablement fait et que ça devenait presque un toc. Est-ce que vous, avant de prendre des décisions éditoriales ou personnelles, vous avez des rituels? J'ai pas de toc. Merci beaucoup Serge July d'être venu au micro d'Oblique. Je rappelle donc la parution aux éditions du Montparnasse du coffret numéro 1, Un film son époque, et donc il y a un autre coffret qui va bientôt sortir. Oui, voilà. Et je signale aussi aux auditeurs votre documentaire sur Gérard Fromanger que vous avez suivi, qui visiblement... Et plus récemment sur JR. Merci beaucoup Serge July.